va enchaîner maintenant avec le Dynamite du 23 octobre. Un bon, moi je l'ai aimé, ce Dynamite-là. Bon, il y a des choses que j'ai pas aimées, mais il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Tout à fait, très d'accord avec toi. Il y a eu des très, très bonnes choses. Des affaires un peu plus discutables, mais justement, on est là pour ça présentement. Donc, on commence le Dynamite avec une intro vidéo de Jon Moxley et son clan, un peu à la manière de la semaine passée. Là, j'ai l'impression que c'est le même message qui passe, mais on rajoute des affaires à chaque semaine en rappelant ce qui s'est passé la semaine passée. Là, ils sont encore dans le troc, mené à la fin pas mal des désert de l'Utah, puis ils avertissent la AEW qu'ils sont là, puis on travaille tous pour eux autres. Moi et toi également, on travaille pour eux autres. On est sur le payroll de Jon Moxley, parce que lui, il appartient tout. On travaille tous pour lui à cette heure. Exactement. Puis là, suite à cette vidéo d'intro-là, on voit que toutes les espèces de gentils... Ouais, les gentils. de la AEW sont à l'extérieur de l'aréna avec des armes, des affaires, puis ils attendent le clan de Moxley. Ils attendent le camion, là, tu sais. De la manière que ça se construit, là, il y a une partie de moi qui se dit, vont-ils nous finir ça avec un match qui se peut pas à 15 contre 15? Tous les gentils contre tous les méchants dans un bar, puis une grosse bataille dans genre un Stampede Stadium. Je suis comme, c'est la AEW, là, ça se peut. Là, ben c'est ça, fait que je suis comme, c'est-tu vraiment ça qu'ils sont en train de nous builder? Parce que quand j'ai vu l'entièreté du roster gentil, mid-card, low-card dehors à attendre avec des battes de baseball, j'étais comme, où c'est qu'ils s'en allent avec ça? Mais bon, c'est quand même drôle. C'est un peu le squelette de l'épisode. Donc, on les voit en train d'attendre BCC à l'extérieur, puis ça va continuer pendant tout l'épisode. Par contre, là, on commence le spectacle avec Tony Schiavone qui reçoit Adam Page dans le ring pour une entrevue. Et l'entrevue qui ne dure pas longtemps parce que il y a un Colton Gunn qui s'en vient attaquer Adam Page qui a blessé son frère Austin. Donc, on sait qu'en ce moment, Hangman Page est en rivalité justement avec le Bang Bang Gang, Jay White, Juice Robinson. Et là, justement, là, il y a une espèce de petit fight extérieur du ring entre Hangman Page et Colton Gunn. Un moment donné, j'ai mis le moment où littéralement, Hangman Page est sur le bord de la rampe, puis il y a Colton Gunn qui fait une espèce de dive, genre pour justement atterrir sur lui, mais Hangman, ça fait quasiment une demi-heure qu'il pue dans le chemin. Colton Gunn fait juste faire un saut de l'ange vers le ring announcer area, tu sais. En tout cas, j'ai bien aimé ce spot-là. Finalement, par la suite, Jay White et Juice Robinson viennent faire le save pour Gunn. Jay White prend le micro, pour faire une promo. Et excellente promo de Jay White parce que là, Hangman Page, il se sauve comme le cheeky heel qu'il est. Jay White prend le micro en disant genre, c'est bien à cause de Christian Cage que je suis pas 5-0 contre toi parce que j'ai ton numéro, puis t'aurais beau être dans des cages, des barbed wire, n'importe quoi, je vais toujours être meilleur que toi. Fait que non, ça, j'ai bien aimé la promo de Jay White. Je sais pas pour toi de ton côté. Oui, moi, Jay White, c'est quelqu'un qui est, comme vous le savez, que c'est pas mon préféré. Mais oui, là, ça fonctionnait. Il a tapé son charisme intérieur, puis la foule a pas décroché aussi. Moi, je trouve que c'est ça qui était le plus percutant. Là. Des fois, quand il prenait le micro, la foule devenait silencieuse, puis genre, le suivait pas. Là, la foule le suivit, il était très badass, puis on dirait justement, le fait qu'il était comme, non, je t'ai pété à gueule, tu me battras jamais. Il y avait comme une intensité d'envoi que des fois, on dirait que c'est pas incarné quand il le fait, mais là, ça a fonctionné. Fait que oui, une bonne promo enfin de Jay White, puis j'espère qu'on va... que ça va nous amener à peut-être enfin voir le Jay White qui était à la New Japan, qui se faisait prononcer Jay White à l'époque, puis qu'on va l'avoir enfin à l'All Elite, parce que là, ça fait 2 ans qu'on l'attend. Là. Fait que faut quand même amener qu'il arrive, parce que j'ai hâte d'être aussi excité que quand il était à la New Japan, là, quand je vois ses matchs. Et tranquillement, ça s'en va vers là. J'espère.
Ensuite, premier match de la soirée, Shelton Benjamin contre Sammy Guevara. Ouais. Écoute, Écoute, ça, c'est quand même un match, wow. un peu dream match, là. Puis ils mettent une petite photo là, de Sammy quand il est un Oui, enfant oui, oui. avec Shelton. Puis Oui, très, c'est très ça. cute, là. Tu vois qu'il y avait une relation de deux. Puis écoute, le match en tant que tel, wow, tu sais, je trouve Ah, tellement que Sammy Guevara bump comme un king, ouais. genre, dans Ah, tous c'est les fou. cas. En début de match, il y a une espèce de souplex de Shelton Benjamin parce qu'il a juste garoché Sammy Guevara dans les airs, mais Christy, il a revolé comme s'il faisait du saut en hauteur, ça n'avait Ouais. pas d'allure, là. Genre, ça lookait, puis tout le long du match, il souplex, à un moment donné, le kick, Sammy Guevara qui est à l'extérieur puis qui fait une espèce de springboard, un peu à la manière que Shelton Benjamin avait fait avec HBK à la WWE pour Ouais. ensuite recevoir un super kick. Mais là, c'était le contraire, c'était Shelton Benjamin qui a fait le super kick. J'ai trouvé bien qu'il ramène cette espèce de petite référence là. Ouais. Mais tout le long, écoute, Shelton lookait encore mieux que Ouais. le match de la semaine passée. Personnellement, moi, j'ai trouvé MVP tout le long qui hype son gars, puis Mais moi, j'aimais ça aussi. très à sa place. Là, Oui, ouais. MVP. Puis les commentateurs ont été bons aussi là, dans le script qu'il y avait parce qu'il était comme. On dirait qu'il était. C'est ça que je voulais voir, moi, de MVP, qui fait son rôle de gérant pour qu'on remarque qu'il y a un impact sur les matchs. Et là, justement, quand Sammy reprend le dessus, t'as genre, il y a un petit caucus dans le coin entre lui et Shelton, puis là, il dit là, arrête de jouer avec ta nourriture, let's go, on s'en va, on Ouais, finit ce stop match-là. playing with Et your là, food. Je trouve ça va. ouais, puis là, puis il finit le match rapidement, justement, en faisant le super kick dans les airs avec Sammy. Puis en voyant les deux, c'est là que on disait ça m'a frappé. C'est vrai que Sammy a vraiment un style qui est très influencé par celui de Shelton Benjamin, de la manière qu'il saute, de la manière qu'il fait ses mouvements un peu de fou. Là. Fait que on dirait je l'avais pas comme. Je l'avais pas aussi bien vu qu'en les voyant les deux un à côté de l'autre, pour faire tabarouette. Ça devait être quelque chose pour jeune Sammy qui probablement idolâtrait Shelton Benjamin. Puis un jour, ben, il a Non, pu avoir un match avec. très bon match. Finish Shelton Benjamin avec son espèce de T-bone Power Slam. Ouais. Grosse victoire de Shelton Benjamin. J'ai tout aimé. Ouais, c'était très Ouais. bon. Fait que si vous voulez voir le match, c'est excellent. Et très high-flying également. Fait que très solide. Ensuite, on a eu une bonne promo. Alors, Ouais, pas tout de suite. Mais... Ouais, ouais, Ok, je vais y ouais. aller tout de suite avec ça. Ok, parfait. Promo de Carl Fletcher avec Ouais. Don Callis dans le ring. Et là, ça avait été teasé un peu dans les derniers shows. Là, Ouais. Au la semaine Collision, je pense. passée, il y avait une espèce de fausse conférence de presse qu'on pensait qu'on allait voir Carl Fletcher expliquer why Kyle, why, parce que c'est la question qui s'est fait poser par tout le monde depuis qu'il a tourné contre Will Ospreay. Ouais. Mais là, il est dans le ring pour nous expliquer ça. Puis, en gros, il dit que lui, il est tanné. Il est tanné qu'on dise que t'as l'air de Will Ospreay, un jeune Will Ospreay, Ouais. le même style que Will Ospreay. Tu suis les pas de Will Ospreay dans tout. Puis lui, il est plus capable de tout ça, tellement plus capable de ressembler à Will Ospreay qu'à la fin de sa promo, il décide de se raser la tête Wow! un peu tout croche, là, on Ouais. s'entend. Là. Puis, tu sais, on s'entend, il n'y a pas de Mais gros miroir, effet. il est dans le ring, là, il fait de l'impro, là, il est Ouais. on the fly. C'est un one take. Là. De raser tes cheveux, c'est vraiment le one take. Pas le choix, là, tu sais, donc... écoute, ça lookait Ouais. pas mal. Là, Mais pour vrai, moi, l'intensité de Kyle dans cette promo-là, je suis comme, OK, enfin, là, on est capable de voir un peu plus de matière. Parce que c'est vrai qu'il était un peu le. Tu sais, puis c'est ça. Tout est logique. En tout cas, c'est un des turns, parce qu'on en a eu plusieurs là, autour des dernières semaines, mais de un que j'ai été le plus critique, mettons, parce que j'étais comme, voyons, c'est ton ami d'enfance, puis blablabla. Mais je trouve un qui était le mieux réussi, puis l'explication kayfabe qu'il a donné une ring, je l'ai vraiment apprécié, puis j'ai fait, ben oui, ça fait du sens. C'est vrai qu'on disait que tu ressemblais à Will Ospreay, fait que c'est pour ça que tu as tilté un moment donné, puis tu l'as détruit.
et de la manière qu'il raconte. Aussi, là, son jeu avec le public, là, la foule commence à dire de fermer sa gueule. Il va les voir, commence à leur donner de la merde. J'ai vraiment aimé ce Carl Fletcher-là. Il look aussi, là, Kyle, le veut pas. Là, il est musclé à fond. Là. C'est un très beau monsieur aussi. Ah, tabarouette. C'est mon opinion personnelle. Mais, oui, j'ai la même opinion. J'ai la même opinion que toi. Très beau look. J'aime beaucoup qu'est-ce qui s'en vient avec lui. Parce que là, en plus, dans la promo, il a comme mentionné tu l'as pas dit à personne, mais on sait que tu as une hernie discale en ce moment, puis c'est pour ça que tu n'es pas là. Puis, tu sais, quand tu vas revenir, moi, t'as crissé à l'hôpital tout de suite, là, puis tout. Je suis comme tabarouette. Puis là, écoute, moi, selon moi, quand Will Ospreay va revenir, le pop va être débile. Ouais. Ben, c'est sûr, là, parce que c'est Will, mais en tout cas, là, tu vois, je suis vraiment intéressé à cette histoire-là, Will contre Kyle, puis on me la vend comme il faut, et également, on dirait, tu sais, c'est quelque chose qu'on a genre déjà vu dans le passé, par exemple, tu sais, Roman Reigns, Paul Heyman, tu sais, quand t'as quelqu'un qui est comme le micro de l'autre, et Don Callis est un peu le micro de Kyle Fletcher depuis longtemps, et j'ai vraiment apprécié qu'il fasse pas grand-chose à l'intérieur de ce promo-là, qu'il soit juste à côté à l'appuyer. Ouais. Et on a déjà vu ça dans d'autres types de promos, mais tu sais, quand la personne qui est supposée être le micro du duo décide qu'il parle pas et laisse la place à l'autre, et que l'autre est capable de délivrer comme ça. Je me souviens notamment là, d'une promo de Brock Lesnar qui a tenté de faire ça, puis ça n'a pas bien été. Là. Que finalement, t'es comme, ouais, c'est pour ça que t'as Paul Heyman. T'es pas très bon pour parler. Mais là, ce coup-là, ça l'a fonctionné. Carl Fletcher était vraiment très bon. J'ai fait, man, il peut voler de ses propres ailes, ce gars-là. Il est capable. Là. Fait que bravo à Carl. J'ai vraiment, vraiment apprécié cette promo-là. Très fort. Donc, c'est à suivre parce que c'est ça. On va en parler pour Collision, mais peut-être que Will Ospreay va revenir rapidement. On ne sait pas. Bref. Ensuite, petite vidéo. Backstage, on nous montre, bon, c'est sûr que c'est arrivé dans une autre fédération, mais on a peut-être parlé un peu, la Maple Leaf Pro Wrestling voyons, je me souviens plus, là, l'ancien qui était à TNA, aïe. J'ai un blanc de mémoire en ce moment, mais bref, il y avait un match entre Takeshita et Josh Alexander à la Maple Leaf Pro Wrestling, dans laquelle justement il y a eu Don Callis et Takeshita qui ont beat down Josh Alexander à la fin du match. Et qui n'est pas venu faire le save à la fin? Surprise, Ricochet. Oui. Il continue sa rivalité avec Takeshita. Donc clairement, Will Ospreay s'en va avec Kyle Fletcher. Donc Ricochet, pour l'instant, vise la ceinture internationale avec Konosuke Takeshita. Et c'est Scott D'Amore, le nom que je cherchais. Scott D'Amore. Donc, et là, encore une fois, interview backstage, qui n'arrive pas, MVP, Shelton Benjamin. Il a donné ses cartes à tout le monde, MVP. Il en a fait imprimer d'après moi récemment parce qu'il aime en donner à tout le monde. C'est ça, il y en a beaucoup. Puis il dit à Ricochet, écoute, c'est un nouveau départ, une nouvelle compagnie, une nouvelle union, tu sais, on pense à ça, il donne sa carte sous le regard de Shelton Benjamin qui revient de son match puis qui regarde Ricochet avec une espèce de... Tu sais, c'est pas le même regard qu'il y avait envers Leo Rush, là. Tu vois qu'il le regardait genre dans le sens, c'était un petit peu plus challengeant pour moi, là. C'est mieux d'être de mon bord, en tout cas, puis parce qu'on se rappelle, Ricochet, peut-être pas tout le monde qui le sait, mais Ricochet a failli être dans le Hurt Business, là, le clan de MVP à la WWE. Ça n'a pas eu lieu. Là. Présentement, on plante une graine encore une fois. Là, mais que ça l'aide, peu importe ça va de quel bord, j'aime ça, moi, ce qu'on est en train de faire avec MVP, parce que c'est beaucoup de misdirection, parce que tout le monde, il va les inviter, tout ça. Et c'est sûr que dans le lot, il y en a qui vont accepter. Puis Ricochet... Écoute, c'est vrai que je le trouve bon au micro là, depuis qu'il est là. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu vraiment à la WWE. Mais être lié à quelqu'un d'aussi bon micro qu'MVP, ça pourrait vraiment l'aider. Puis ça permettrait de 100%. Faire un turn clair aussi. Là. 100%. Je pense que c'est la bonne chose
à faire, avoir un mouthpiece pour Ricochet. C'est la seule chose qui lui manque, même si justement, comme tu dis, il s'améliore, il est un petit peu mieux qu'à la WWF. Donc, à voir. Écoute, là, pour l'instant, il y a juste Shelton et MVP. Là. Il passe ses cartes. Mais On des sait pas cartes de trop. passer. C'est ça. Mais j'ai hâte de voir ça va vers où. Mais tu vois, ça, c'est une belle construction que je suis intéressé parce que c'est du slow burn, puis c'est du slow burn logique. Puis tu vois qu'il y a un plan derrière tout ça. Mais on ne focus pas juste sur qui qu'on va choisir pour vrai. On va en donner à gauche et à droite. Puis lorsque le clan se formera, j'ai l'impression que ça va être un gros wow. C'est un moment wow où on va faire ah, c'est eux autres qui ont dit oui. Puis peut-être quelqu'un sera pris en embuscade à travers ce clan-là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça sera quoi la finalité de tout ça. Mais Ricochet, j'aillerais pas ça, le voir dans ce clan-là avec MVP. Par la suite, on a eu mon match de la semaine. Mon match de la semaine qui est le Ladder War entre Mark Briscoe et Chris Jericho pour la ceinture de la Ring of Honor. Oui. Et là, pour commencer, on revient à l'extérieur de l'aréna où que tous les gentils attendent encore le BCC et tu as un Chuck Taylor qui, on sait, peut-être sur une blessure. Il a genre pris sa retraite. Oui, c'est pas officiel, mais présentement, il peut plus lutter. Et là, il a l'air d'être une espèce de producer backstage qui vient voir les gars, puis il dit aux gars de la conglomération, principalement Orange Cassidy, le match de Briscoe, il commence là, tu sais, c'est le fun que vous venez le backer, tu sais. Donc, on lance ça comme ça. Et là, le match, écoute, le match... C'est un gros spot fest, le fun. Écoute, un spot fest, le fun. Ça n'a même pas pris une minute, puis il y avait déjà de l'action. Là, en partant, Mark Briscoe qui garoche une échelle dans le ring. Même pas une minute après, les deux, ils se pètent à travers deux tables à l'extérieur du ring. Moi, le bump du match, c'est t'as Chris Jericho qui est couché sur des échelles qui sont comme sur l'espèce de barricade avant le public. Briscoe court en espèce de suicide cannonball et Jericho se tasse. Briscoe, il bump à travers l'échelle. C'était tellement bon. Là. Oh puis deux monsieur, ben Briscoe, il est pas si vieux, mais pas loin de 40 ans. Mais Jericho qui te sort un match là, ça, puis mettons qu'on le met en perspective de d'autres monsieur dans la cinquantaine. Ouais. Ou madame, il y en a moins, là, mais tabarouette, c'est dur sur le corps, un match comme ça. Là. C'est des gros bums qui arrivent, puis c'est un match où il faut aller chercher ta ceinture en haut, puis justement, le bump au pied carré, c'était pas... Des fois, dans ce genre de match-là, on va utiliser les armes pour tenter de ralentir le match, parce que, on en fait un, mais là, on prend 2-3 minutes pour comme, se relever de ça. Hey, c'était pas ça, là, ce match-là. Là. Ça l'enchaînait. C'était très impressionnant pour leur âge, encore plus, de voir ça. Et Mark Briscoe, tabarouette, il était quelque chose à voir. Il se pitchait partout. Donc, il y a eu un moment où Mark Briscoe monte sur l'échelle qui est au milieu du ring. Chris Jericho est sur une table à l'extérieur. Là, tu as un Brian Keith qui intervient. Là, on s'attend à ce que. Classique. Classique, là. Learning Tree qui fait perdre le gentil. Mais là, c'est Rocky Romero avec un kendo stick qui vient égaliser les choses, qui se débarrasse de Brian Keith. Les deux, on ne les revoit plus de tout le long du match. Et là, Mark Briscoe est sur le top de l'échelle. Il est plus haut que la ceinture où ce qui est placé. Puis il s'enligne pour comme sauter. Et là, je me suis dit, Colin, il va-tu sauter, pogner la ceinture, gagner le match, puis en plus péter Jericho à travers la table? Finalement, non. Ça aurait été fou, mais finalement, il a fait son espèce de froggy bow. Il est carrément rentré dans la ceinture. Là. Il a frappé l'affaire. L'affaire qui pend, là, il a passé à travers. Là, puis, super beau look à cette descente du coude-là à ce moment-là. J'ai vraiment aimé. Ouais. Là, par la suite,
juste préciser aussi, Mark Briscoe est en sang tout le long du match. Oh oui, ça saigne beaucoup. Tabarouette que ça look, ça saigne beaucoup. Mark Briscoe est tellement bon pour incarner le babyface qui est dans marde en plus. Là, donc, un des préférés de Pierre pour ça. Et voilà. Par la suite, là, on pense que Mark Briscoe va réussir à gagner le match, mais qui n'arrive pas pour intervenir? C'est Big Bill, aussi du Learning Tree. Et le final, littéralement, Big Bill qui tient Chris Jericho sur ses épaules, monte l'échelle et l'amène vers la ceinture Ring of Honor. C'est la noche de la Nueve, la nuit de la 9e ceinture. Chris Jericho, nouveau champion. Puis là, il s'est fait aider par son gros arbre. C'est son gros arbre, levé. Et là, écoute, c'est sûr que là, j'ai lu beaucoup de monde qui sont frustrés de ça en ligne, puis avec raison, là, de pourquoi Jericho redevient champion. J'imagine que c'est pour éventuellement bâtir vers le prochain pay-per-view de la Ring of Honor dans laquelle la ceinture va être regagnée par Briscoe Babyface. Ça reste à voir, mais là, pour l'instant, gars, ça crée du heat. C'est sûr que c'est pas mauvais. Puis Jericho est capable de gérer ça aussi. Ben oui, puis tu sais, il y a quand même... beaucoup de gens sont tannés de Jericho. Moi, pour vrai, pas tant que ça. Je trouve qu'il se renouvelle quand même bien. Puis il me sort des matchs comme lui, que je suis comme... Il est encore capable, tabarouette, malgré son âge. Est-ce qu'il a besoin d'une ceinture? Non, c'est sûr qu'il n'a pas besoin d'une ceinture. Mais si ça sert de stepping stone à quelqu'un d'autre, c'est sûr, si tu me dis que Jericho a la ceinture pendant 1 an et demi, je vais faire ça sert à rien. Mais s'il a 1 mois puis qu'il repère contre un autre challenger, écoute, moi je pense que ça met du star power, ça met des yeux sur le produit de la Ring of Honor également. Fait que, écoute, je comprends le move. Puis au moins, ça se fait dans un excellent match, ce changement de titre-là. Puis, ouais, écoute, Mark Briscoe, je trouve, paraît bien aussi parce que, écoute, il faut qu'il y ait une équipe au complet pour le battre. Fait que, on va voir ça s'enligne vers quoi, mais j'aille pas ça. Parce que là, après le match, c'est Tomohiro Ishii qui est comme challenger Chris Jericho. Donc, OK, là, on n'a pas vu les autres membres de la conglomération qui sont venus aider pas Jericho, mais Briscoe. Donc, le message de Chuck Taylor, ça a-tu passé dans le beurre juste avant? Je ne sais pas trop. Mais regarde, ça finit comme ça. Clairement, Mark Briscoe, c'est pas terminé avec Jericho, puis on bâtit sur le plus long terme, puis c'est correct. Donc, on va peut-être très bon match, effectivement. Ensuite, on a eu une espèce de... Écoute, la suite, on va dire, ça fait 2 semaines de suite là, qu'on en parle, mais une genre de promo pétard mouillé de Adam Cole. Justement, quand l'explication de Carl Fletcher est bonne, celle d'Adam Cole, un petit peu moins bien réussie. Et là, on tente de rabouter ça, cette histoire-là, avec United Kingdom, puis elle, là. C'est ça, parce que là, Adam Cole arrive dans le ring, story time with Adam Cole, pas le temps de rien dire, tout de suite, là, Adam! Puis là, c'est Roderick Strong avec le reste du clan. Mais j'ai eu peur. Cole, là, on se rappelle. Mais pour vrai, à ce moment-là, j'ai eu peur parce que je pensais qu'il allait être méchant contre Adam Cole et qu'on allait tout oublier le fait qu'ils étaient tout un clan ensemble pour péter à gueule avant. Mais heureusement, on n'a pas été à ce point-là. Mais... Là, ça, ils discutent. Là, finalement, tu as MJF qui est sur vidéo. Il a l'air d'être chez lui, en train de se faire masser par quelqu'un qui n'est pas sa blonde. Non, par une madame. Et ça, c'est pendant la construction du personnage, ça fitait avec MJF. Fait que c'était mieux réussi que la semaine dernière, mettons. Oui, il avait l'air vraiment d'un trou de cul. Là. Un petit peu mieux. Puis là, il dit à Roderick Strong et Adam Cole, le premier d'entre vous deux qui gagne 3 matchs va avoir le droit de m'affronter, moi, à Full Gear. Écoute, c'est trop compliqué. Ça, là... Tu as les deux, ils se serrent la main. Puis là, c'est là que j'étais comme, il va y avoir un turn, c'est sûr. Puis non, finalement, on finit sur la musique d'Adam Cole, puis c'est tout. Puis, en tout cas, c'est sûr que ça va finir par un turn, mais je suis comme, en tout cas, je sais pas quoi dire de cette histoire-là. J'ai l'impression qu'on pédale par en arrière pour comme détruire tout ce qu'on a construit avant World's End, puis en tout cas, je sais pas ça s'en va où.
Ben, en fait, non, c'est l'inverse. Je le sais clairement, ça s'en va où, mais je comprends pas pourquoi on continue de faire ce chemin-là bizarre. Rendu là, fait tourner ou tout, le United Kingdom. Là, clairement, cette stipulation-là. Moi, si ça finit qu'MJF et United Kingdom sont dans la même équipe, là, je vais vraiment être fâché au niveau de la logique de cette histoire-là parce que ça va faire aucun sens. Par contre, là, par la suite, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est qu'on nous amène un angle un peu différent parce que, bon, on a eu un match de la House of Black qui ne passera pas à l'histoire. Là. Ça a été un bon squash. Mais on voit Adam Cole backstage qui aurait call-out Buddy Matthews un peu là, dans les derniers temps. Et qui dit carrément, je vais aller dire ce que je pense. Puis là, il s'en va confronter House of Black qui reviennent de leur match. Il prend Buddy Matthews à part, puis il veut le challenger pour un match. Puis puis Buddy Matthews, la manière qu'il termine en disant comme qu'il a réussi à prouver son point, comme quoi Adam Cole est fragile. Ouais. Mais dans le fond, il veut prouver qu'il est fragile, Adam Cole, puis qu'il va encore se blesser. Fait que, écoute. Écoute, au moins, on amène ça ailleurs que juste, justement, l'histoire de Adam Cole MJF. On the side, si on peut avoir une petite rivalité avec Buddy Matthews, j'haïs pas ça, honnêtement. Non, puis c'est un peu ça. Après le squash, Buddy Matthews, il y a comme un semi-call-out, là, Cole, puis là, c'était un peu écrit à la va-vite, mais au moins c'est écrit. Fait que ça fait déjà plus de sens que beaucoup de choses qui nous sont présentées. Ensuite, match de la division féminine entre Camille et Queen Aminata. Écoute, moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai comme eu plein de... Suite à ce match-là, tu sais, votre carte Dream WWE AEW, je me suis mise à avoir plein d'idées. J'étais comme, je veux voir Camille contre Rhea Ripley, je veux voir Queen Aminata contre Bianca Belair, vice-versa, je veux voir les deux autres, tu sais. Écoute, les deux, madame, étaient très stiff tout au long du match sur leur coup. J'ai beaucoup aimé là, ce qui se passait. Et pendant ce match-là, beaucoup aussi avant, mais principalement pendant ce match-là, j'ai marqué à quel point j'aime beaucoup Matt Menard aux commentaires. Je le trouve excellent parce qu'à chaque fois, dans un match qui commande qu'il y a un gros move qui devrait être suivi d'un pin, puis que la personne prend son temps, tu as juste lui qui est comme ah ouais, pin-lay, tu sais. Genre, tout ce que nous autres, on se dit à la maison, là, lui, il communique là, pour nous autres. Là, donc, j'ai beaucoup aimé. Là. Victoire de Camille avec l'espèce de torture rack mélangé en powerbomb. En tout cas, elle est rendue encore très forte. Là, la semaine prochaine, elle va affronter Chris Statlander à Dynamite Fright Night. Donc, le Dynamite spécial Halloween. Et que vous avez vu, mais que nous, on n'a pas encore vu au moment d'enregistrer l'épisode. C'est un match-up que j'ai hâte de voir, honnêtement, parce que les deux sont très shapés et je pense que ça peut bien fitter. Mais tu sais, c'est ça. Moi, ce que je déplore de tout ça, c'est que il y a eu encore un turn trop rapide de Statlander qui redevient gentil un peu de nulle part. Fait que c'est ça. Ça a encore été écrit sur un coin de table, puis on change comme on veut qui est gentil, qui est méchant. Mais l'affrontement en tant que tel, oui, il va être intéressant parce que c'est les deux powerhouse madame de la division qui vont s'affronter. Puis, autre chose que j'ai remarqué à ce match-là, un peu comme lorsqu'on voyait MVP avec Shelton Benjamin plus tôt, je trouvais que Mercedes Moné était une bonne hype girl pour sa protéger pendant tout le match. Elle disait genre finish it, détruis-la. Je trouvais qu'elle était meilleure dans ce rôle-là que quand elle a un micro ou quelqu'un fait son entrée. En tout cas, trois quarts de ce qu'elle fait à AEW est moins bon que ce rôle-là qu'elle avait à ce moment-là. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose parce qu'elle devrait être au top de sa game dans le ring et au micro. Mais là, en tant que hype girl pour sa powerhouse, je trouvais qu'elle filait mieux que tous les autres moments qu'on a vus. Écoute, je pense qu'on cherche un peu quoi faire avec Madame Monet.
Écoute, on va voir ça s'en va vers où, mais à plus, tu sais, quand on dit que la ceinture, elle sert pas à grand-chose en ce moment, là, Mercedes Moné, fait pas grand-chose avec cette ceinture-là. Là. Je l'aurais peut-être donné à quelqu'un comme Willow Nightingale qui aurait probablement mieux défendu ce titre-là. Surtout dans le style du personnage présentement de Mercedes Moné. J'ai l'impression qu'on va juste lui donner une ceinture pour lui donner une ceinture, mais le règne n'est pas très intéressant encore. Exact. Par la Finalement, suite, on a eu, avant le main event, là, on est retourné backstage au contingent de la AEW qui attendait Moxley et sa bande. Il y a un char qui arrive. Et là, finalement, c'est Christian Cage et sa gang qui arrivent. Christian Cage qui a encore son contrat. Et là, whoop, out of nowhere, tu avais Kip Sabian qui a volé le crayon à Christian Cage il y a quelques semaines, qui est caché. Et là, il se fait courir après par Christian jusqu'au ring. Là, une espèce de petit angle entre le clan de Christian et Kip Sabian dans le ring. Là, whoop, on retourne backstage. Et là, tu as Hook qui n'est pas content parce que Hook, on sait qu'à ce moment-là, il a vu le tape de sécurité de qui a attaqué son père il y a quelques semaines. Et là, René Paquet demande c'est qui a attaqué ton père? Il dit That bastard is in the ring right now. Fait que là, tu te dis c'est Christian Cage, il va venir y péter à la gueule. Tu as même Matt Menard à ce moment-là qui dit What if it's Mama Wayne? ça m'a bien fait rire, mais bon. Le Hook, clairement, veut aller péter à gueule avec Christian Cage. Et là, out of nowhere, Kip Sabian qui turn et qui rejoint le clan de Christian Cage. Ouais. Qui turn contre Hook. Puis tu sais, il y avait un peu une rivalité entre entre Nick Wayne et Kip Sabian, à Rampage et tout ça. Fait que, écoute, encore une fois, écoute, je comprends à moitié, mais au moins c'est intéressant. Oui. Au moins c'est intéressant, mais là, en plus, là, Christian Cage là, qui a fait son kill switch, qui a crissé la Hook, face à la tête sur le contrat en métal. Puis il a fini en lui disant Listen to me, Tyler. It's not what it seems, parce que Tyler, c'est le vrai nom de Hook. Ouais. Donc, encore là, la gimmick de Christian Cage, le father figure qui se développe, justement. Moi, je pense que, justement, on va bâtir sur j'ai blessé ton père parce que c'est pas un bon père pour toi. Puis, mais entre les deux, c'est bon. Ouais, puis l'arrivée de Kip Sabian aussi, que là, c'est un nouveau fils, je sais pas. Ils sont comme partis tous ensemble. Vu que Kill Switch est plus là pour une durée temporaire, il y a des problèmes de santé, c'est peut-être pas une mauvaise idée d'apporter quelqu'un d'autre dans le clan aussi. Ben, je pense que c'est ça le but, tu sais. On veut rester au chiffre de 3 personnes qui peuvent se battre. Fait que, écoute, c'est ça. C'est un petit peu crowbar. J'espère qu'il y aura une explication claire de pourquoi Kip Sabian est rendu là. Probablement. Christian il aime beaucoup prendre de son temps de match pour le mettre en temps de micro pour expliquer les choses. Fait que l'habitude, tout ce qui tourne autour des histoires de Christian sont tout le temps ficelés. Fait qu'on risque d'avoir une explication éventuellement de pourquoi Kip Sabian a décidé de faire ça. Et finalement, ça nous amène au main event. Un event, oui. C'est un trio match entre The Elite, Jack Perry et les Young Bucks, contre Daniel Garcia et Private Party. Bon petit match, match trio intéressant. Là. On a vraiment vendu les babyface, surtout Daniel Garcia, comme étant le hot tag tout le long. C'est un match classique des Young Bucks au niveau de la mentalité heel. Rien de nouveau de ce qu'on a vu récemment. Daniel Garcia et Private Party ont gagné le match et par la suite, et c'est là que ça devient intéressant, parce que suite au match, Private Party ont challengé les Young Bucks pour un nouveau match pour les ceintures. Ouais. Par contre, ils ont spécifié qu'ils promettaient que s'ils ne remportent pas contre les Bucks la semaine prochaine, ils vont se séparer pour toujours. Et là, tu vois, moi, je vais amener mon petit nez de sommelier parce que MVP, quand il a été donné ses cartes, quand il est arrivé à donner les cartes à Private Party, il a dit que, hey, tu serais bien meilleur, toi, en solo.
il a comme semé une petite graine. Fait que est-ce que il y aura la fin de Private Party la semaine prochaine dans leur match et que ben, Isaiah viendra peut-être rejoindre le clan de MVP? Écoute, je sais pas, mais il y a quand même eu des trucs qui ont été installés pour que ça l'arrive. Le truc que je trouverais dommage, ce serait que Private Party, après leurs quand même nombreuses années à l'intérieur de la division par équipe, n'ait pas eu de règne clair en tant que champion, alors qu'ils font partie de cette division-là depuis longtemps. Je pense qu'ils mériteraient quand même avoir un règne de champion avec une victoire du côté de. Fait que c'est peut-être le côté décevant si jamais il y a une séparation d'équipe, mais je n'aimerais pas ça de voir un des deux partir en solo. Parce que les blessures ont vraiment, vraiment nuit à cette équipe-là. Ils étaient les deux jamais blessés en même temps. On dirait ça. On perdait les momentum parce qu'un des deux se blessait. Là, qu'est-ce qu'on fait avec l'autre? Est-ce qu'on s'est décidé, OK, on vous sépare parce que le timing est jamais bon avec vous deux. Fait qu'on va voir. On va voir, mais en même temps, ça m'intrigue. Vous le savez déjà ce qui s'est passé, mais moi, ça m'intrigue. Est-ce que cette équipe-là existe encore ou n'existe plus? À voir. Et là, à la fin de tout ça. C'est pas fini. Ben non. C'est pas fini. Même si on vient d'avoir cette annonce-là, c'est pas fini, puisque là, on retourne à l'extérieur de l'aréna avec le contingent qui attend encore le BCC. Tu dis, crème, ils vont-tu venir? Là? Peut-être qu'ils n'ont pas mis ça sur leur agenda puis qu'ils ne viendront pas. Mais là, il y a un autre SUV qui arrive, un autre truck. Ben oui. Et qui sort, c'est Marina Shafir seule. Seule? Juste arrivé, elle sort du truck. Diversion, parce que dans le ring à ce moment-là, qui n'arrive pas, le reste du clan. Une cassée des gueules. Pac, Utah, tout le monde arrive dans le ring. Moxley arrive dans le ring, puis ils se mettent à justement casser des gueules. Et là, il y a un angle à la fin où ils ont décidé d'être très, très, très rough, très violent avec Chuck Taylor, qu'on a mentionné plus tôt. Sur le coup. Cause son cou avec une chaise. Ça, mais sur le coup, c'était. Wheeler Utah, il voulait viser la cheville parce que c'est sa cheville qui est blessée, qui a causé son arrêt présentement. Mais non, Moxley, il met la chaise sur la tête de Chuck Taylor. Claudio donne le coup de pied sa chaise pour y casser le cou. Puis là, tout le monde arrive par après. Orange Cassidy qui arrive par après, qui a l'air comme décalissé. Puis je vois qu'on build beaucoup depuis quelques semaines sur qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Orange Cassidy. Il est-tu en train de tourner heel? Il est-tu en train de rester face? C'est vraiment pas clair, mais clairement, il y a quelque chose qui se passe parce que c'est lui le personnage central dans tout ça. C'est lui qu'on filme beaucoup Fait que, ouais, et ça se termine un peu comme ça. Puis, écoute, je pense que le Collision était filmé tout de suite après. Parce que le début de Collision, qu'on va y venir tantôt, est comme la suite de tout ça. Fait que, le Dynamite se termine là-dessus, mais le Collision poursuit cette fin-là avec on regarde le backlash un peu de comment Cassidy est. En voyant ça. Puis il a pas l'air content, il a l'air de. Ouais, c'est ça. Il est fâché, il est genre méchant Cassidy. Fait que je trouvais. Si c'est ça, c'est vraiment un slow burn depuis longtemps, parce que c'est plus que quelques semaines, là, c'est presque 2-3 mois là, qu'on construit ça. Aux alentours de All-In, on avait commencé, là, si je ne m'abuse. Fait qu'on va voir, ça s'en va vers où. Mais un bon Dynamite quand même. Dynamite, mais beaucoup de questions encore. On oui, sait toujours pas le clan de Moxley. Je pense que les questions vont rester, là, parce qu'on va assumer qu'on n'expliquera pas tant que ça. Peut-être qu'un jour, il y aura une surprise, mais selon moi, je pense qu'ils sont juste fâchés. Puis, on voulait un gros clan méchant, puis on va nous donner ça. Puis les explications qu'on voudrait plus claires, on les aura peut-être pas un jour. Fait que moi, c'est l'optique que je vois tout ça. On va voir si je me trompe. J'espère que oui. J'espère avoir plus d'explications claires, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'on va rester à ça.